Elle a été abandonnée enceinte. Elle a tout perdu en silence. Et pendant 7 ans, elle a élevé sa fille avec dignité, entre aiguilles et promesses oubliées. Mais un soir comme les autres, l'impossible a frappé à la porte. Il est revenu. Avec un autre nom. Une autre histoire. Et une demande que personne ne ferait avec un cœur pur. Sauf qu'elle n'était plus la même femme. Et la fille qu'il avait laissée derrière lui? Elle savait déjà qui il était. Avant même de le rencontrer, Clara Fitzgerald marchait lentement dans le couloir silencieux du cabinet médical. Le son discret de ses talons résonnait contre les murs clairs, contrastant avec le silence qui l'accompagnait depuis des mois. À 40 ans, après des années de tentatives infructueuses et de larmes cachées sous l'oreiller, elle avait enfin entendu ce qu'elle pensait ne jamais entendre, elle était enceinte. Le médecin l'avait félicitée avec un sourire discret, mais le cœur de Clara était resté silencieux. Car, au fond d'elle, elle savait déjà, ou peut-être pressentait-elle, que ce serait le début d'un chemin bien plus solitaire qu'elle ne l'imaginait. Ernesto ne réagirait pas bien. Et en effet, il ne réagit pas bien. Ce jour-là, elle était rentrée chez elle les yeux humides de joie et d'espoir, mais le regard d'Ernesto coupa net cet élan, comme une lame. Il la fixa avec froideur. Enceinte? À 40 ans? Tu te moques de moi ou quoi? Le silence de Clara était une prière muette. Mais il ne s'arrêta pas là. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la rue comme s'il cherchait une échappatoire, et lança avec mépris. Tu viens de détruire ma liberté. Je suis pas née pour ça. Ce que Clara ignorait, c'est que ce moment n'était pas le début d'une rupture, mais seulement l'écho d'une rupture qui avait commencé depuis bien longtemps. Cette nuit-là, Ernesto ne rentra pas dormir. Et il ne fut plus jamais le même. Mais ce qu'il cacha cette nuit-là, ni Clara, ni le destin n'étaient prêts à le découvrir. Dans les jours qui suivirent, Clara tenta de raviver quelque chose de leur ancienne relation. Elle préparait le petit déjeuner avec soin, laissait des petits mots d'amour, achetait des chemises neuves pour lui. Mais Ernesto était devenu un étranger. Il rentrait tard, sentait le tabac et un parfum qui n'était pas le sien. Et lorsqu'il était à la maison, il restait des heures enfermé dans son bureau, avec des appels en haut-parleur qui s'arrêtaient dès qu'elle approchait. « Tu exagères, Clara. T'es encore en crise d'hormones, comme toujours, dit-il un soir alors qu'elle le suppliait de lui accorder un peu d'attention. L'humiliation grandissait lentement, comme une infiltration silencieuse. T'es plus attirante, vieille, épuisante, cracha-t-il un soir de dîner, repoussant l'assiette qu'elle avait préparée avec amour. Clara se tut. Car son silence était tout ce qui lui restait à ce moment-là. Jusqu'au jour où il partit. Il annonça qu'il avait une réunion importante à Denver, et qu'il voyagerait avec un associé à bord du jet privé de l'entreprise. Clara acquiesça simplement, les mains posées sur son ventre encore discret, tentant de cacher ses larmes. Lorsqu'il lui dit au revoir d'un baiser sec sur le front, elle sentit que c'était un adieu. Et peut-être que ça l'était vraiment, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Le lendemain matin, la télévision annonçait une tempête imprévue sur les Rocheuses. Clara regardait les images du ciel noir tout en buvant son thé, assise sur la véranda. Le téléphone sonna à midi. C'était l'assistant d'Ernesto, la voix tremblante. Clara, le jet a disparu des radars il y a 3 heures. Nous n'avons plus aucun contact. Les recherches ont déjà commencé. La tasse tomba au sol. Son corps resta figé, comme si le temps l'avait gelé. Dans les jours suivants, la maison fut envahie de voix, de caméras de journalistes et d'appels incessants. L'entreprise publia des communiqués, la police fouilla des zones inhospitalières, mais aucune trace. Aucun indice. Ni de l'avion. Ni d'Ernesto. 7 jours plus tard, il fut officiellement déclaré disparu. Et Clara, seule, avec une fille en elle et un silence assourdissant autour,
ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal, l'absence physique ou l'absence émotionnelle qu'il avait laissée bien avant de disparaître. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Ernesto n'était pas mort. Et qu'il y avait quelque chose de sombre derrière cette disparition. La famille d'Ernesto, aussi froide que lui, organisa une cérémonie commémorative symbolique. Sans corps. Sans larmes sincères. Juste des discours creux et des regards méfiants. On ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche avec cette grossesse, murmura l'une de ses sœurs pendant la cérémonie. Peut-être s'assurer une part de l'héritage. Clara, vêtue de noir, le ventre déjà légèrement arrondi, entendit tout. Elle ne répondit pas. Mais ce moment planta en elle quelque chose qui allait éclore avec le temps, la certitude qu'elle devrait tout recommencer à partir de rien. Sans rien attendre de personne. À la sortie de l'église, une dame aux cheveux blancs et au regard doux lui toucha l'épaule. C'était la mère de Clara. « Ma fille, rentrons à la maison. La nôtre. Tu as besoin d'un sol stable pour avancer. Même si tout s'écroule. » Clara acquiesça. Et à cet instant, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit autre chose que le désespoir. Elle ressentit de la force. Une force qu'elle ne savait même pas posséder. De retour dans la modeste maison où elle avait grandi, Clara recommença à zéro. À chaque échographie, elle s'émouvait en entendant le cœur de sa fille battre. Ce battement résonnait comme un tambour de guerre, c'était la vie qui surgissait, même si le monde dehors tentait d'éteindre sa flamme. Elle trouva du travail comme couturière dans une boutique locale. Cousait le jour. Étudiait la nuit. Dormait peu. Pleurait seule dans la salle de bain. Mais elle ne cessa jamais de sourire à cette fille qui n'avait même pas encore de nom. Un soir, alors qu'elle tenait dans ses mains un petit vêtement qu'elle venait de coudre, elle la sentit bouger pour la première fois. Elle pleura. Elle pleura comme si quelque chose en elle venait de renaître. « Tu t'appelleras Isabella, murmura-t-elle en caressant son ventre. Parce que tu es la promesse que la vie m'a faite, et je vais en honorer chaque partie. » Mais cette même nuit, au journal télévisé local, une nouvelle sur une entreprise mystérieuse, apparue au Colorado attira son attention. Un nom clignota à l'écran, Victor Herrera. Clara fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans ce regard, dans cette façon de parler, qui fit battre son cœur plus vite. Mais non. Ce n'était pas possible. Ou bien, si. Clara resta paralysée devant la télévision. Le présentateur parlait d'un nouveau gourou de la finance, qui faisait sensation avec ses vidéos de motivation sur les réseaux sociaux. Il se présentait comme un survivant d'un passé difficile, aujourd'hui reconverti en entrepreneur et mentor pour des milliers de personnes. Son nom, Victor Herrera. C'était tout. Mais pour Clara, ce n'était pas rien. L'image fut brève, mais suffisante pour provoquer une douleur dans sa poitrine. La façon dont il inclinait la tête, la courbe de son sourire. Elle connaissait ce visage. Elle le connaissait trop bien. « Tu dois te faire des idées », dit sa mère en tentant de la rassurer en la voyant tremblante. Mais quelque chose, au fond de Clara, savait que ce n'était pas qu'une simple coïncidence. Elle passa des heures à chercher des vidéos sur Internet. Victor parlait de résilience, de surmonter les douleurs du passé, mais il ne mentionnait jamais sa famille. Il ne disait jamais d'où il venait. C'était comme s'il était apparu de nulle part, exactement comme Ernesto avait disparu. Puis, à la fin d'une des vidéos, il joua une mélodie au piano, la même que jouait Ernesto chaque soir lorsqu'il voulait s'excuser sans mots. Ce n'était pas un hasard. Mais le plus troublant allait arriver le lendemain matin. Clara rangeait des tissus dans le petit atelier improvisé sur la véranda lorsqu'une enveloppe fut glissée sous la porte. Sans expéditeur. Sans adresse. À l'intérieur, un simple billet manuscrit. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. VH.
Elle resta figée. L'écriture était différente, oui, mais le ton, c'était exactement celui qu'Ernesto utilisait pour communiquer. Des messages qui disaient moins qu'ils ne cachaient. Clara porta le billet contre sa poitrine. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Un instant, elle pensa à le jeter. À faire comme si c'était une plaisanterie. Mais quelque chose en elle hurlait de ne pas ignorer ça. Elle recommença à regarder les vidéos de Victor. Chacune semblait cacher des messages qui lui étaient destinés. Des passages vagues sur les pertes, la rédemption, et une phrase en particulier. Parfois, on cesse d'être qui l'on était, pour devenir qui l'on devrait être. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il essayait de se reconnecter? Ou bien, est-ce qu'il avait désespérément besoin d'elle? Le temps passa. Clara cessa de chercher des réponses et se mit à vivre. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait quelqu'un qui la ramenait au présent chaque jour, Isabla. La petite naquit un matin de printemps, dans un hôpital modeste, entouré d'amour. Clara serra cette vie dans ses bras comme on serre un miracle. Les pleurs d'Isabla lavèrent les blessures invisibles que le temps n'avait pas encore guéries. Malgré les difficultés financières, Clara se jura que sa fille aurait tout ce qu'elle-même n'avait jamais eu, sécurité, affection, liberté d'être qui elle voudrait. Isabla grandit douce, observatrice, pleine d'empathie. Elle adorait jouer avec les tissus, dessiner des robes, inventer des histoires. « Maman, un jour on aura une boutique rien qu'à nous », disait-elle, les yeux brillants. Clara souriait. Un jour, oui. Mais ce soir-là, après avoir rangé les dessins de sa fille, Clara reçut une notification sur son téléphone. Victor Herrera allait donner une conférence dans sa ville, dans seulement 3 jours. Son cœur s'emballa. C'était lui. Elle le savait. Et il venait vers elle. Clara ne dit rien à sa mère. Ni à sa fille. Elle garda l'information comme on cache un éclat de verre dans sa poche, consciente que cela pouvait couper à tout moment. Elle passa les jours suivants partagés entre l'angoisse et la peur. Devait-elle le confronter? Et s'il niait tout? Et si, ce n'était pas lui? Mais l'instinct ne trompe pas. Et le sien, depuis le premier jour, lui disait qu'Ernesto n'avait pas disparu par hasard. La veille de la conférence, Clara retourna voir la toute première vidéo de Victor. Elle mit sur pause dans les dernières secondes. Approcha l'image de son visage. Et là, elle la vit, une petite cicatrice, presque imperceptible, derrière l'oreille, la même qu'Ernesto avait gardée d'un accident d'enfance. Il n'y avait plus de doute. Elle imprima le billet. Mais ce que Clara ignorait, c'est que lui, savait déjà qu'elle serait là. L'auditorium était plein. Des personnes de tous âges attendaient avec impatience la conférence de « L'homme qui a vaincu la mort ». Clara entra discrètement, portant des lunettes de soleil et un foulard sur la tête. Elle s'assit au dernier rang. Son cœur battait comme un tambour en guerre. Les lumières s'éteignirent. Une musique douce s'éleva. Et puis, il entra. Victor ou Ernesto apparut sur scène en souriant. Il dégageait une énergie qui captivait la foule, mais ses yeux étaient fatigués. Sombres. Pleins de poids. Clara observait chacun de ses gestes. Chaque pose. Chaque mot. Nous avons tous des fantômes. Certains nous hantent, d'autres nous libèrent. La phrase fut prononcée en regardant directement là où Clara était assise. Elle serra le bras de la chaise avec force. Il l'avait vue. Et soudain, sans prévenir, il s'interrompit. Son corps trembla. Vacilla légèrement. Et avant que quelqu'un ne puisse réagir, Victor s'effondra sur la scène, évanoui. L'auditorium sombra dans la panique. Mais Clara ne parvenait pas à bouger. Elle avait le pressentiment que tout cela n'était encore que le début.
Clara était figée sur sa chaise. Les lumières de l'auditorium se rallumèrent brusquement, révélant le chaos. Des cris, des gens courant dans tous les sens, des téléphones levés pour filmer. Le corps de Victor ou Ernesto gisait au sol, inconscient, entouré par des agents de sécurité et une équipe médicale apparue presque instantanément, comme si elle avait été prête à intervenir. Elle tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Un poids invisible semblait la clouer à cet endroit. Ses yeux restaient fixés sur lui, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer, de la pitié, ou de la peur. Une civière fut apportée, et l'homme fut emmené rapidement, sans que le public ne reçoive la moindre explication. Un des producteurs monta sur scène, expliquant qu'il s'agissait simplement d'un malaise vagal. Mais Clara savait. Ce n'était pas qu'une fatigue. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il tentait de cacher. En quittant l'auditorium, au milieu de la foule agitée, une femme mystérieuse la fixa pendant quelques secondes. Elle portait un foulard rouge autour du cou et des lunettes noires. Clara détourna le regard par instinct. Quand elle regarda de nouveau, la femme avait disparu. Mais un papier avait été glissé dans sa poche, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Chez elle, Clara ferma la porte à clé, éteignit les lumières et s'assit à la table. Elle sortit le papier de sa poche avec des mains tremblantes. Il était petit, plié en 4. Une seule phrase y était inscrite. Il a besoin de toi. Mais pas par amour. Aucune signature. Aucune date. Mais quelque chose dans cette écriture ferme, directe, sans détour rendait évident que ce n'était pas un simple mot. C'était un avertissement. Clara passa des heures à réfléchir. Qui était cette femme dans l'auditorium? Pourquoi savait-elle quelque chose que Clara ignorait encore? Et surtout, qu'est-ce qu'Ernesto ou Victor cachaient pour réapparaître ainsi, sous un nouveau nom, avec une nouvelle vie, puis s'effondrer sur scène comme s'il était au bord de l'abîme? La nuit tomba sans sommeil. Clara serra Isabella dans ses bras, dans la chambre, et resta des heures en silence, écoutant la respiration calme de sa fille. Cet enfant était sa lumière. Et maintenant, quelque chose venu du passé menaçait de s'approcher d'elle. Mais pourquoi? 2 jours plus tard, Clara reçut un appel. Numéro confidentiel. Elle hésita, puis décrocha. Madame Fitzgerald? La voix masculine était ferme, professionnelle. Je suis de l'hôpital St. John's. Monsieur Victor Herrera a demandé de la discrétion. Il souhaite vous voir. Le cœur de Clara s'arrêta un instant. Il a dit que c'est une question de vie ou de mort. Un silence suivit, laissant le poids de ses mots s'installer. Il a demandé que vous apportiez quelque chose, de l'époque où il était un autre homme. Il a dit que vous comprendriez. Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, l'appel fut interrompu. Clara resta là, le téléphone à la main, l'âme suspendue. Elle courut jusqu'à la boîte à souvenirs rangée dans l'armoire. Parmi de vieilles photos, elle retrouva un objet qu'elle n'avait jamais eu le courage de jeter, la montre-bracelet d'Ernesto, celle qu'il ne quittait jamais. Elle la porta à son oreille. Elle fonctionnait encore. Mais c'était comme si elle mesurait le temps d'une autre vie. L'hôpital était élégant, mais discret. Clara entra par l'aile latérale, comme on le lui avait indiqué. Elle parcourut des couloirs silencieux jusqu'à la chambre 414. Elle inspira profondément. Frappa doucement à la porte. « Entrez » dit une voix rauque, basse. Familière. Elle ouvrit. Il était là. Allongé, pâle, amaigri. Mais le même regard intense que toujours. Ernesto. Victor. Ou peu importe qui il était maintenant. Un instant de silence. Je savais que tu viendrais, dit-il avec un léger sourire fatigué.
Clara ne répondit pas. Elle s'approcha simplement et déposa la montre sur la table de chevet. Il regarda l'objet comme s'il voyait un fantôme. Je ne pensais pas te revoir. Pas comme ça. Clara croisa les bras. Tu es mort, Ernesto. Il ferma les yeux, respira profondément. Non. J'ai été enterré vivant par ce que j'étais. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il se mit à tousser violemment. Le drap se teinta d'une goutte de sang. Clara recula, choquée. Il la regarda, les yeux embués de larmes. J'ai besoin de toi. Et de notre fille. Elle pâlit. Il savait. Mais comment? J'ai été dans le coma, Clara, commença-t-il, entrecoupé de pauses et de quintes de tout. L'accident était réel. Mais, personne n'a retrouvé l'épave. Pourtant, j'ai été secourue. Par des gens qui ne voulaient pas que je retourne à ma vie d'avant. Elle tenta d'absorber, mais c'était trop d'un coup. Ils m'ont donné un nouveau nom. Une nouvelle chance. Et je l'ai saisie. J'ai été égoïste, encore. Je n'ai pas pensé à toi, ni à elle. Mais maintenant. Il s'interrompit, posant la main sur sa poitrine. Qu'est-ce que tu as, Ernesto? La réponse ne vint pas tout de suite. Il détourna le visage. Un instant, on aurait dit qu'il luttait contre lui-même. Une maladie génétique. Rare. Dégénérative. J'ai besoin d'une greffe. Et, les médecins disent qu'un parent de sang pourrait être ma seule chance. Le monde de Clara s'écroula. Il savait qu'Isabella existait. Il savait qu'il était père. Et maintenant, il avait besoin de l'enfant qu'il avait abandonné avant même sa naissance. Elle se leva, les yeux pleins de larmes. Tu ne veux pas la retrouver. Tu veux la sauver, pour te sauver. Il tenta de se redresser, mais son corps ne répondit pas. S'il te plaît, Clara, laisse-moi juste la rencontrer. Une seule fois. Elle sortit sans se retourner. Mais quelque chose en elle savait que cette histoire était loin d'être terminée. Clara passa la nuit sans fermer l'œil. Les mots d'Ernesto ou de Victor résonnaient dans sa tête comme une vieille cloche oubliée dans quelque clocher abandonné. Elle peut être ma seule chance. Ce n'était pas une demande. C'était un ultimatum déguisé en détresse. Dans la cuisine, le soleil commençait à peine à se lever, et l'arôme du café flottait déjà dans la maison. La mère de Clara, Dolores, l'observait en silence. Il y avait dans les yeux de sa fille quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis les funérailles symboliques d'Ernesto, un mélange de colère contenue et de peur profonde. « Tu veux me dire ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix basse, sans rompre le climat d'inquiétude. Clara mit du temps à répondre. Elle savait qu'à partir du moment où elle prononcerait les mots à voix haute, tout cesserait d'être un simple cauchemar. « Il est vivant, maman. » La phrase sortit presque comme un murmure. Dolores haussa les sourcils, confuse. « Qui est vivant ?»« Ernesto. Il est revenu. Avec un autre nom. Une autre vie. Et, il est malade. » Le silence qui s'installa entre elles deux fut plus cruel que n'importe quel cri. Dolores porta une main à sa bouche et s'assit lentement, comme si le poids de la révélation avait cloué son corps à la chaise. « Et qu'est-ce qu'il veut de toi, après tout ce qu'il t'a fait ?» Clara inspira profondément. « Il veut Isabella. » Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que la décision qu'elle prendrait à partir de maintenant changerait le destin des deux à jamais. Isabella avait 7 ans, et dans ses yeux brillait encore la croyance que le monde est juste. Elle aimait les robes qui tournent, les cupcakes avec des paillettes, et conserver des pétales de fleurs dans les livres. C'était une enfant pleine de lumière, qui ignorait encore ce que le silence de sa mère dissimulait. Ce matin-là, tandis que Clara préparait le déjeuner avec des fraises et des petits mots doux,
Isabla la regarda avec l'intuition de celle qui sent quand quelque chose ne va pas. « Maman, t'as fait un cauchemar cette nuit ?» Clara s'arrêta un instant, surprise. « Pourquoi tu penses ça ? Parce que t'as le même visage que quand j'étais malade, tu te souviens ? Celui de l'hôpital qui sentait mauvais avec les murs tout froids. » Clara sentit une boule dans la gorge. Comment expliquer à une enfant que parfois, le monde nous ramène exactement là où tout a commencé à faire mal ? Elle sourit, embrassa le front de sa fille, et dit « C'était juste un rêve idiot, mon amour. Et maintenant, c'est fini. » Mais en elle, le doute grandissait, comme une mauvaise herbe dans un jardin qu'on n'arrive plus à contenir, jusqu'à quand pourrait-elle cacher la vérité ? Plus tard, seule dans l'atelier, Clara s'assit devant la vieille machine à coudre, mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur les commandes en attente. À la place, elle ouvrit le tiroir où elle conservait de vieux papiers, et en sortit une feuille blanche. Elle commença à écrire. « Chère Isabla, peut-être qu'un jour tu liras ces mots et tu comprendras pourquoi j'ai dû te protéger de ton propre sang. L'homme qui t'a engendré n'est pas celui dont tu as besoin. Et il n'est pas revenu par amour. Il est revenu par désespoir ?» Clara s'arrêta. Le stylo tremblait entre ses doigts. Elle n'arrivait pas à continuer. Elle plia la feuille et la rangea dans une petite boîte en bois fermée à clé, la même qui contenait la première mèche de cheveux de sa fille, et un morceau de la robe qu'elle portait le jour de l'accouchement. Cette lettre n'était pas pour maintenant. Mais un jour, peut-être serait-elle nécessaire. En fin d'après-midi, alors que la lumière dorée baignait le salon, quelqu'un frappa à la porte. Clara s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit prudemment. C'était Dolores, le visage pâle. Dans sa main, une enveloppe scellée. C'est arrivé à l'instant. C'était dans la boîte aux lettres. Il n'y a pas d'expéditeur. Clara prit l'enveloppe et, en l'ouvrant, sentit le sang se glacer dans ses veines. À l'intérieur, une photo. Elle, Isabla, et Ernesto. L'image était ancienne, datant de l'époque où Clara était encore enceinte. Mais quelqu'un l'avait modifiée. Les yeux d'Ernesto avaient été rayés à l'encre rouge. En dessous, une seule phrase manuscrite. « Ce qui a été oublié, sera réclamé. » Clara s'effondra sur le canapé, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Ça, ne venait pas d'Ernesto. Le lendemain, Clara apporta la photo à l'hôpital. Elle devait confronter Ernesto ou Victor et découvrir si tout cela faisait partie de son jeu. Mais en arrivant, elle apprit qu'il avait été transféré dans une chambre privée, à l'abri des regards de la presse. Il a demandé à ne recevoir aucune visite. Même pas de la famille, dit l'infirmière, d'un ton presque conspirateur. Clara montra la photo. « S'il vous plaît, dites-lui que quelqu'un sait. Et qu'on touche à ce qui n'aurait jamais dû être déterré. » La femme hésita, puis acquiesça. En sortant de l'hôpital, Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. La vitre se baissa légèrement. Un homme l'observait. Dès qu'elle le remarqua, la vitre se referma, et la voiture démarra. Elle resta là, figée sur le trottoir, avec la certitude silencieuse que quelqu'un surveillait chacun de ses pas. Ce soir-là, Clara retourna à l'atelier et ferma la porte à clé. Elle devait coudre quelque chose, n'importe quoi, pour occuper son esprit. Mais ses mains tremblaient. Chaque point sur le tissu résonnait avec les battements précipités de son cœur. Elle prit l'une des robes inachevées, celle qu'Isabla avait dessinée. Elle passa le doigt sur la couture irrégulière faite par sa fille et sourit avec tendresse et douleur. Car à présent, ce dessin portait un poids qu'elle n'aurait jamais imaginé. De l'autre côté du mur, Isabla chantonnait doucement, inconsciente que son monde, si sûr et si magique, était sur le point de s'effondrer. Soudain, un bruit métallique rompit le silence. La fenêtre de l'atelier. Elle était ouverte.
Clara aurait juré l'avoir fermé. Un courant d'air s'engouffra, apportant avec lui une odeur étrange, un mélange de rouille et de papier ancien. Elle courut jusqu'à la fenêtre, la ferma et tira les rideaux. Mais elle ne vit pas la petite enveloppe glisser sous la porte. Le lendemain matin, Clara faillit trébucher sur l'enveloppe en sortant de l'atelier. C'était du même type que la précédente, mais plus petite. Et à l'intérieur, un simple billet. Si tu lui dis la vérité, quelqu'un en paiera le prix. Aucune signature, aucun indice. Mais un détail glaça Clara des pieds à la tête, le papier portait un léger parfum de lavande, celui qu'Ernesto utilisait autrefois. Un parfum que personne d'autre ne reconnaîtrait, sauf elle. Le billet glissa de ses mains comme s'il brûlait. Clara en était maintenant certaine, elle n'était pas seulement surveillée, elle était mise à l'épreuve. Mais par qui? Cet après-midi-là, Clara décida de faire quelque chose qu'elle évitait depuis des années, ouvrir la dernière boîte dans l'armoire, celle où elle gardait des objets de son ancien mariage. À l'intérieur, entre papier et photos, elle trouva quelque chose qui faillit arrêter son cœur, le dictaphone d'Ernesto. Il s'en servait pour enregistrer des idées de travail, et parfois, des messages pour elle. Par instinct, Clara alluma l'appareil. Sa voix surgit, nette, comme un fantôme bienveillant. « Clara, si un jour tu entends ceci, c'est que je n'ai pas réussi à revenir. Ou que je n'en ai pas eu le courage. J'ai fait de mauvais choix, et si je le pouvais, je reviendrais en arrière. Mais si un jour je reviens, ce sera pour moi. Jamais pour toi. Et c'est pour cela que, peut-être, je mérite de disparaître. » Clara éteignit, tremblante. Cet enregistrement ne datait pas de l'époque de la disparition. Il était récent. Mais comment était-ce possible? Le lendemain, alors que Clara servait le thé à Dolores, quelqu'un frappa à la porte. Clara alla ouvrir. Un homme en costume gris clair se tenait là, avec un sourire poli et des yeux qui ne souriaient pas. « Clara Fitzgerald ? Je m'appelle Graham. Je travaille avec Monsieur Victor Herrera. Il m'a demandé de vous remettre ceci en main propre. » Il tendit une chemise noire. Clara hésita. De quoi s'agit-il? D'informations. Et d'une proposition. Graham lui remit la chemise, puis tourna les talons pour repartir. Mais avant de descendre les marches du perron, il lança un regard glacé par-dessus son épaule. « Il est à court de temps, Madame Fitzgerald. Et vous aussi. » Clara referma la porte, le souffle court. À l'intérieur de la chemise, des examens médicaux, et un formulaire d'autorisation pour un test génétique infantile. Signé par Ernesto. Clara s'assit à la table avec les documents. Le rapport médical était clair, la maladie d'Ernesto était grave, agressive et rare. Le genre de maladie qui se transmet silencieusement de génération en génération, jusqu'à ce qu'elle trouve un corps vulnérable. Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut le dernier compte-rendu, daté de moins d'une semaine. Compatibilité possible avec des descendants directs de premier degré. Don de moelle osseuse recommandé. Et plus bas, écrit à la main par Ernesto. Si ma fille dit oui, je promets de disparaître. Pour toujours. Était-ce une promesse, ou un chantage voilé? Clara n'arrivait plus à faire la différence. Mais un détail en bas de page la glaça, le laboratoire responsable n'était pas américain. C'était une clinique au Mexique. Pourquoi faisait-il des tests là-bas? Clara décida de parler avec sa mère. Elle avait besoin de partager ce poids. Dolores écouta tout en silence, puis se leva et alla dans sa chambre. Elle revint avec une enveloppe jaunie, usée par le temps. J'ai reçu ça il y a 5 ans. Et je te l'ai caché. Parce que, j'ai vu le nom de l'expéditeur. Clara ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était une lettre. Écrite à la main,
avec l'écriture reconnaissable entre mille, celle d'Ernesto. Dolores. Je sais que tu me détestes. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis vivant. Et j'essaie de changer. Un jour, peut-être, je reviendrai. Pas pour Clara. Mais pour regarder dans les yeux la fille que j'ai laissée derrière moi. Ne lui dis rien pour l'instant. Attends. Laisse-moi faire ça correctement. Clara sentit le sol vaciller sous ses pieds. Cet homme l'observait depuis des années. Et sa propre mère avait tout caché. Le soir, Clara se coucha auprès d'Isabella, comme elle le faisait depuis qu'elle était bébé. La petite dormait paisiblement, serrant contre elle son ours en peluche préféré. Clara l'observait, luttant contre l'envie de tout lui dire. Mais elle ne pouvait pas. Ou, elle ne savait pas comment. En caressant les cheveux de sa fille, elle se souvint de quelque chose de troublant. Ces derniers jours, Isabella avait commencé à dessiner un homme dans ses cahiers d'école. Un homme en costume sombre, aux yeux petits, portant une grande montre au poignet. Clara n'y avait jamais prêté attention. Mais maintenant, tout prenait un sens. Et si Isabella avait déjà vu Ernesto? 2 jours plus tard, Clara reçut un nouveau message. Cette fois, ce n'était pas un billet. C'était un email. Objet, création exclusive. Expéditeur, Victor Herrera. J'ai besoin d'un costume. Pour le moment le plus important de ma vie. Mais seul toi peux le coudre. Je t'attends dans la cabane de la route 9. Samedi. À 19 h. Clara lut et relut. Était-ce une invitation, un appel, ou un piège? Dolores la supplia de ne pas y aller. Mais Clara le savait, certaines réponses ne viennent que lorsque nous sommes prêtes à regarder les fantômes en face. La route 9 était déserte, bordée d'arbres denses et d'ombres qui semblaient bouger. La cabane était petite, ancienne, et donnait l'impression d'avoir été abandonnée depuis des années. Mais la lumière était allumée. Clara descendit de la voiture avec prudence. La poignée n'était pas verrouillée. Elle entra. Victor était là, assis, plus maigre encore que la dernière fois, avec un regard mêlé de douleur et de soulagement. « Merci d'être venu. » Clara ne répondit pas. Il indiqua une chaise. Sur la table, un cadre photo tourné face contre bois. « Avant toute chose, je dois te raconter quelque chose que tu n'as jamais su. Quelque chose que moi-même, je viens juste d'apprendre. » Clara regarda le cadre. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit sourd à l'extérieur les fit bondir de leur chaise. Victor courut jusqu'à la porte. Clara le suivit, hésitante. Dehors, une silhouette encapuchonnée fuyait à travers la forêt. Victor tenta de la rattraper, mais tomba à genoux, toussant du sang. Clara baissa les yeux et aperçut quelque chose, une boîte en bois. Petite. Ancienne. Elle la prit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un extrait de journal, daté de 1987. Le titre. Une femme portée disparue dans un accident d'avion, soupçon de grossesse dissimulée. Clara sentit son estomac se nouer. La photo était ancienne. Mais le visage était reconnaissable entre mille. C'était celui de la mère d'Ernesto. Clara tenait le découpage de journal entre ses mains tremblantes. Les mots, jaunis par le temps, semblaient crier en silence. Une femme disparaît dans un accident d'avion, soupçon de grossesse non révélé. L'année, 1987. La photo en noir et blanc montrait une femme aux yeux creux, à l'expression énigmatique. C'était elle. La mère d'Ernesto. Mais pourquoi cela refaisait-il surface maintenant? Victor ou Ernesto était toujours à genoux, toussant, fragile, les yeux perdus en direction de la forêt. Clara s'agenouilla à son tour et agita le papier devant lui.
Tu savais ça? Tu savais que ta mère avait disparu, dans un accident comme le tien? Il lui fallut quelques secondes pour fixer le regard sur le découpage. Quand il répondit enfin, sa voix n'était qu'un souffle. Elle n'a pas disparu. Elle a été réduite au silence. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire par là, il s'évanouit. Elle se précipita pour le retenir, le cœur battant. Mais quelque chose tomba de la poche de sa veste, une vieille photo pliée, avec un message au dos, qui ne ferait qu'approfondir le mystère. La photo montrait deux hommes, un jeune et un plus âgé, à côté d'un petit avion. Au verso, écrit à la main avec une encre bleue délavée, une seule phrase. Le sang des Herrera porte le même destin. N'essaie pas d'y échapper. Clara sentit un nœud se former dans sa gorge. Chaque indice révélait plus de questions que de réponses. Qui étaient ces hommes? Et que signifiait ce destin dont on ne pouvait fuir? Victor était toujours inconscient. Là tout s'était arrêté, mais son visage était pâle comme de la cire. Clara appela les secours. En attendant l'ambulance, elle regardait la forêt, là où l'ombre avait disparu. Elle savait que quelqu'un les observait. Mais qui? Plus tard, chez elle, Clara examina de nouveau la boîte laissée sur le perron de la cabane. Il y avait un faux fond. En forçant légèrement l'un des côtés, elle révéla une seconde cavité. À l'intérieur, une enveloppe plastifiée contenant des documents plus récents. Et parmi eux, un acte de naissance partiellement brûlé. Nom de la mère, Cecilia Herrera. Nom du nouveau-né. Partie illisible. Date, 1987. Astérisque père, non renseigné. Clara porta la main à sa bouche. C'était la preuve que la mère d'Ernesto était bien enceinte au moment de sa disparition. Mais, et le bébé? Une pensée impossible traversa son esprit. Et si Ernesto n'était pas l'enfant légitime de ce qu'il prétendait être? Et si, lui-même l'ignorait? Le lendemain, Clara montra les documents à sa mère. En voyant l'acte de naissance, Dolores resta silencieuse un long moment. Puis elle poussa un profond soupir et s'assit. Clara, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ces mots glacèrent l'atmosphère. Quand tu as commencé à fréquenter Ernesto, ton père, que Dieu ait son âme, s'est mis en colère. Il connaissait le nom Herrera. Il disait que c'était une vieille famille, pleine de tragédies, et qu'il ne fallait jamais t'impliquer avec eux. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, murmura Clara. Parce que je pensais qu'il exagérait. Mais maintenant je vois que ton père avait raison. Clara serra les poings. Si Ernesto cachait quelque chose depuis sa naissance, cela allait au-delà d'une maladie. Cela pouvait être une malédiction familiale. À l'hôpital, Victor fut transféré en unité d'isolement. Clara insista pour le voir, mais on lui refusa l'accès. Ordre du patient, dit l'infirmière. Il ne veut pas de visite. Il est dans un état émotionnel instable. Ce soir-là, Clara reçut un appel. Une voix d'homme, basse, sans se présenter. Tu veux des réponses? Va sur la propriété de la famille Herrera, à Newport. Ce qu'il ignore, est là-bas. Dans la chambre fermée du grenier. Puis il raccrocha. Clara tapa Herrera Newport dans le moteur de recherche. Une seule entrée apparut, un manoir abandonné depuis 1989, fermé après un incendie partiel. Mais pourquoi quelqu'un la guidait-il jusque-là? Et qu'y avait-il dans ce grenier qui pouvait tout changer? Clara arriva à Newport en fin d'après-midi. Le ciel était couvert de nuages bas, et l'humidité dans l'air semblait coller à la peau. Le manoir Herrera était exactement comme décrit dans les vieux articles, grand, lugubre, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de mousse et de lierre. Le portail était entrouvert. Elle le poussa doucement, le cœur battant à tout rompre.
Le bois grinça, comme si quelque chose de très ancien se réveillait. Le jardin était recouvert de feuilles mortes et de branches pourries. À pas prudent, elle atteignit l'entrée principale. La porte n'était maintenue que par une chaîne, que Clara retira sans difficulté. En entrant, l'odeur de moisissure et de bois pourri était presque insupportable. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était cette sensation étrange que la maison était, vivante. Chaque marche de l'escalier gémissait sous ses pieds. Les murs portaient encore des portraits suspendus, beaucoup brûlés, déformés, avec les yeux rayés, comme si quelqu'un avait voulu effacer les identités qu'ils représentaient. Au bout du couloir, une porte étroite menait au grenier. Fermée par un vieux cadenas. Clara hésita. Mais sur le chambranle, une phrase écrite au charbon, presque effacée, fit s'arrêter son cœur. La vérité vit en hauteur. Mais attention, elle ne redescend jamais seule. Clara força le cadenas avec une barre de fer trouvée au sol. Après quelques minutes d'effort, il céda dans un claquement sec. La porte grinça, révélant un escalier de bois raide menant à un grenier noyé dans l'ombre. Là-haut, l'air était plus lourd. Il y avait des malles, des meubles recouverts de draps, des étagères effondrées. Clara alluma la lampe torche de son téléphone et commença à fouiller les lieux avec prudence. Parmi les objets, elle trouva une armoire dont la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, des boîtes bien rangées, étiquetées à la main. L'une d'elles attira son attention. Cecilia personnel confidentiel. En ouvrant la boîte, Clara trouva plusieurs carnets de notes, tous rédigés par la mère d'Ernesto. Des journaux intimes, remplis de passages confus, comme si Cecilia tentait de préserver sa santé mentale entre délire ou révélation. Ils m'observent. Ils ne veulent pas que je parle. Ni que je choisisse. Le bébé est à eux. Son nom ne doit jamais être prononcé. Si je disparais, c'est parce que j'ai trop su. Clara porta la main à sa bouche. Au fond de la boîte, il y avait une photo d'un nouveau-né. Au dos, un seul prénom. Elias. Mais Ernesto ne s'appelait pas Elias. Ou bien, si. Les carnets en main, Clara s'assit sur le sol poussiéreux du grenier et commença à lire plus attentivement. Une série d'entrées datant de 1987 révéla quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas pu garder les deux. Ils m'ont obligée à choisir. Ernesto a été emmené par eux. Elias est resté avec moi. Pour peu de temps. Ils ont dit qu'un jour, ils viendraient le chercher. Mais je n'aurais jamais cru que cela signifierait effacer mon existence. Un frisson parcourut la nuque de Clara. 2 fils. Ernesto n'était pas fils unique. Il avait un frère. Elias. Mais ce qui la troubla encore plus fut la répétition d'un mot dans les carnets. Eux. Qui étaient, eux? La propre famille Herrera? Un groupe mystérieux lié au passé sombre de cette lignée? Ou quelque chose d'encore plus obscur? Au moment où elle songea à se relever, un fracas retentit à l'étage du dessous. Quelqu'un était entré dans la maison. Clara éteignit la lampe de son téléphone et se cacha derrière un meuble recouvert d'un drap épais. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que la maison entière pouvait l'entendre. Des pas résonnèrent sur le vieux plancher. Lent, délibéré. Une silhouette passa devant l'entrée du grenier, mais ne monta pas. La personne semblait savoir qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un là-haut, mais ne se pressait pas. Clara jeta un œil à travers une fente de l'escalier. Elle vit un homme grand, vêtu d'un long manteau noir. Il tenait une boîte en bois dans les mains. Elle reconnut le symbole gravé sur le couvercle, la même fleur à 5 pétales que dans les journaux de Cecilia. L'homme déposa la boîte au pied de l'escalier, se retourna, et murmura. Maintenant elle sait. Que les noms cachent des destins. Puis il repartit. Clara descendit en courant juste après, haletante.
Elle ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, seulement une enveloppe et un ancien médaillon. Dans l'enveloppe, un nouvel acte de naissance. Cette fois, au nom d'Elias Herrera. Mais le champ « mère » était vide. Et le champ « père », brûlé par le feu, illisible. Clara prit le médaillon avec précaution. Il était ancien, lourd, orné d'arabesques gravées sur les côtés. Au centre, la même fleur à 5 pétales aperçue dans les carnets de Cecilia, mais cette fois, en le faisant tourner, une petite trappe secrète s'ouvrit dans le métal. À l'intérieur, il y avait quelque chose d'inattendu, un morceau de papier plié plusieurs fois, jauni par le temps, avec une seule ligne écrite. Si Elias s'éveille, tout recommencera. Clara regarda à nouveau l'acte de naissance au nom d'Elias. Le champ « mère » était vide. Et le champ « père » carbonisé, comme si quelqu'un avait voulu que ce nom ne soit jamais lu. Mais pourquoi tant de secrets? Et pourquoi laisser tout cela précisément là, au pied de l'escalier? Peut-être, pour qu'elle trouve. Ou pour qu'elle sache juste assez, mais pas tout. De retour dans la voiture, Clara plaça le médaillon dans la boîte à gants, avec les documents. La route du retour était longue, et son esprit bouillonnait de questions. Elias. Ernesto. 2 noms, 2 hommes ou bien, était-il le même? Elle se replongea dans les carnets de Cecilia à la recherche d'indices. Sur une des pages, l'écriture tremblante, comme tracée dans la panique, disait: l'un est une graine. L'autre, une ombre. Mais qui était qui? Si Elias était l'enfant que Cecilia avait gardé peu de temps, où était-il maintenant? Et Ernesto était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Ou avait-il pris la place de son frère? Avait-il été le mauvais frère dès le début? La vérité commençait à se fissurer comme un miroir craquelé. Et chaque éclat révélait une version différente du passé. En revenant en ville, Clara se dirigea directement vers l'hôpital. Elle devait regarder Ernesto dans les yeux. Elle devait le voir avant que les pièces du puzzle ne s'assemblent ou avant qu'il ne meure en emportant tout avec lui. Mais à son arrivée, une nouvelle barrière se dressa. Il a été transféré, informa la réceptionniste. Hôpital privé. Aucune autorisation pour révéler sa localisation. Clara insista, montra le rapport médical, expliqua qu'elle était la mère de la possible donneuse. Rien n'y fit. En sortant, elle croisa quelqu'un dans le couloir. Un homme grand, aux cheveux gris, au regard insondable. Il la salua d'un léger signe de tête. Mais Clara ressentit immédiatement un frisson. Elle l'avait déjà vu. Sur la photo trouvée dans la cabane. L'un des hommes à côté du petit avion. Mais comment pouvait-il encore être vivant, après plus de 30 ans? Clara suivit discrètement l'homme jusqu'au parking. Il monta dans une voiture sombre aux vitres teintées, mais avant de partir, il déposa quelque chose sur le siège passager, une enveloppe Kraft. Quand la voiture s'éloigna, elle courut jusqu'à l'endroit et ramassa l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier à en-tête, ornée d'un blason qu'elle n'avait jamais vu, un cercle avec 2 ailes entrelacées, entourant une fleur à 5 pétales. Le texte était court. Qu'à 1987 Elias Herrera. Code de traçage biologique, suspendu. Motif, sujet hors norme de contrôle. Et en dessous, une note manuscrite. Il n'aurait jamais dû survivre. Clara sentit son estomac se retourner. Que voulait-on exactement d'Elias, et en quoi était-il devenu? En rentrant chez elle, Clara trouva Isabella en train de dessiner sur la véranda. Le dessin était troublant, 2 hommes identiques, côte à côte. L'un souriait. L'autre saignait des yeux. « Pourquoi as-tu dessiné ça, ma chérie ?» demanda Clara en essayant de ne pas montrer sa peur. « J'ai rêvé, maman, » répondit Isabella avec l'innocente spontanéité d'une enfant. Ils se disputaient.
Celui qui saignait disait « Tu as volé mon nom ». Clara se figea. Elle prit le cahier et tourna la page. Il y avait un autre dessin, le médaillon. Détaillé. Précis. Même si Isabla ne l'avait jamais vu. « Qui t'a montré ça ?» demanda Clara, essayant de garder son calme. Un monsieur dans la rue. Il m'a appelé par mon prénom, et il m'a donné une sucette. Il m'a dit de te raconter ce rêve. La peur que Clara ressentit alors était sans limite. Isabla était surveillée. Cette nuit-là, Clara verrouilla toutes les portes et fenêtres. Elle appela Dolores, lui demandant de garder Isabla le lendemain. Elle devait enquêter davantage. Elle devait retrouver Ernesto ou Elias et découvrir la vérité. Mais avant qu'elle ne puisse décider par où commencer, la sonnette retentit. 3 fois. Rapide. Précis. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Une enveloppe avait été laissée sur le paillasson. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une photo récente, Isabla au parc de l'école. À côté, griffonné en lettres rouges. « Si tu ne dis pas la vérité, nous la dirons à ta place. » L'enveloppe était encore dans la main de Clara quand Isabla entra en courant, son uniforme d'école taché de terre et un sourire innocent aux lèvres. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé pendant la récré. » Une pierre en forme de cœur. Clara cacha l'enveloppe derrière son dos et força un sourire. « Elle est magnifique, mon amour. » Mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour affolé. La photo d'Isabla au parc était récente. La même tenue. Le même nœud dans les cheveux. Quelqu'un était passé tout près. Très près. Et elle n'avait rien vu. Clara ferma toutes les fenêtres et mit le double verrou à la porte. Elle sentait que quelque chose avait changé. Avant, c'était elle qui courait après les indices. Maintenant, les indices venaient à elle. Et pire, avec des yeux braqués sur Isabla. Le soir venu, Clara appela Dolores pour discuter. Elle lui montra la photo, la menace, et raconta la rencontre avec l'homme à l'hôpital. Dolores resta silencieuse un moment, puis porta ses mains à son visage. « Clara, il y a quelque chose que tu dois savoir. » « Encore une, » murmura Clara, épuisée par tant de vérités incomplètes. Dolores inspira profondément. « Quand tu es tombée enceinte d'Isabla, j'ai reçu une enveloppe, sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une échographie. La tienne. Et un billet. La lignée continue. Le sang sera testé. Prépare-toi. » Clara blêmit. « Tu ne m'as jamais parlé de ça. Parce que je pensais que c'était de la folie. Et après la disparition d'Ernesto, j'ai cru que tout était terminé. Mais maintenant, c'était évident, cela n'avait jamais pris fin. Cela attendait simplement le bon moment pour revenir. » Au milieu de la nuit, Clara ne parvenait pas à dormir. Elle prit la boîte en bois où elle gardait les objets précieux d'Isabla, le bracelet de naissance, le premier dessin, la petite lettre pour la fête des mères. Au fond, elle trouva quelque chose dont elle ne se souvenait pas, une petite boîte à musique en forme de rose dorée. Elle tourna la base. La mélodie était familière et glaciale. La même qu'Ernesto jouait au piano lorsqu'il voulait demander pardon, sans jamais prononcer un mot. Mais Clara n'avait jamais montré cette musique à Isabla. Jamais. À l'intérieur de la boîte, caché sous le tissu, il y avait un billet. Elle écoute déjà. Le son du sang appelle l'héritier. Clara sentit sa poitrine se serrer. Les menaces parlaient maintenant directement à sa fille. Le lendemain, Clara se rendit à l'école. Elle devait parler à l'institutrice d'Isabla, sans éveiller les soupçons. Mademoiselle Logan était une femme aimable, aux cheveux gris et au regard attentif.
Elle accueillit Clara à la bibliothèque. Quelque chose ne va pas avec Isabla, demanda-t-elle. Quelqu'un a observé ma fille. Je veux savoir si vous avez remarqué quelque chose d'étrange, ici. L'institutrice hésita. Eh bien, il y a quelques semaines, un monsieur s'est présenté comme un ami de la famille. Il voulait lui offrir un cadeau. Un livre de contes anciens, il a dit que c'était un classique de l'enfance de sa mère. Décrivez cet homme. Il portait des vêtements noirs. Et il avait une montre très ancienne. Une de celles qu'on garde dans la poche. Clara retint son souffle. Vous avez encore le livre? Mademoiselle Logan alla jusqu'à l'étagère et revint avec l'ouvrage. C'était un vieux volume de contes nordiques. Sur la page de garde, une dédicace. Pour l'héritière du sang. Qu'elle lise avec attention. Les histoires cachent toujours des vérités. De retour à la maison, Clara s'assit avec le livre de contes sur les genoux, le feuilletant lentement. Les illustrations étaient troublantes, des jumeaux, l'un dévorant l'autre, des mères cachant leurs enfants dans les murs, des fillettes aux yeux qui brillaient dans le noir. Mais ce fut à l'une des dernières pages qu'elle s'arrêta. Une histoire intitulée « La fille de l'homme aux deux noms ». Le conte racontait l'histoire d'un enfant né d'une union interdite. Le père avait deux noms, deux identités. Et la fille possédait un don, elle pouvait entendre ce que les autres n'entendaient pas. Des sons venus du passé. À la fin de l'histoire, une illustration glaçante, une petite fille assise par terre, tenant un médaillon avec une fleur à 5 pétales. Exactement comme celui que Clara avait trouvé des semaines plus tôt. Et dans les yeux de la fillette, se reflétaient deux hommes. Identiques. Mais l'un d'eux avait du sang coulant de la bouche. Cette nuit-là, Clara se coucha aux côtés d'Isabla, faisant semblant de dormir. Elle voulait observer, écouter. Elle voulait croire que tout cela n'était que son imagination, mais au fond d'elle, elle savait que non. À 3 heures du matin, un son la réveilla. Des voix basses dans le couloir. Mais personne n'était réveillé dans la maison. Les murmures étaient doux, comme s'ils faisaient partie d'un rêve, sauf que Clara était éveillée. Et Isabla aussi. La fillette s'assit dans son lit, les yeux fermés, et murmura. « Il arrive, maman. » Mais il ne sait pas quel est son nom. Le sang de Clara se glaça. « Isabla, qui est-ce qui arrive ?» La fillette ouvrit lentement les yeux et pointa la porte du doigt. Mais il n'y avait personne. Et pourtant, la poignée de porte bougea. Toute seule. Le lendemain, Clara se rendit à la clinique privée où Ernesto avait été transféré. En utilisant le nom complet de Victor Herrera, elle inventa un prétexte, styliste personnel, pour obtenir la moindre information possible. Une réceptionniste jeune et distraite laissa traîner quelques documents sur le comptoir. Clara profita de l'inattention et les prit en photo avec son téléphone. De retour dans sa voiture, elle agrandit l'image. L'un des documents était un rapport génétique. On y lisait. Victor Herrera ADN non concluant, profil génétique incompatible avec les archives familiales d'origine. Et une annotation manuscrite. Vérifier connexion avec patient identifié comme EH. Clara en eut le souffle coupé. EH Elias Herrera. Autrement dit, Ernesto, l'homme qu'elle avait connu et épousé, pourrait ne pas être Ernesto. Il pourrait être l'autre. Clara se replongea dans les carnets de Cecilia, la mère d'Ernesto. Sur l'une des dernières pages, elle trouva un passage qui semblait avoir été écrit peu avant la disparition de l'autrice. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Séparer les deux ne les a pas sauvés. Cela n'a fait que diviser le mal. Ernesto était l'ombre qui apprenait à faire semblant d'être lumière. Elias était la lumière qui portait le murmure du chaos. Clara eut la nausée. La métaphore était obscure, mais ce qui la perturba le plus fut de réaliser que, peut-être,
Elle n'avait jamais vraiment connu Ernesto. Peut-être, aucun d'eux n'était ce qu'il semblait être. Et pire encore, ce qui vivait en eux, en Ernesto, en Elias, pouvait déjà être en Isabla. Peu après midi, le téléphone de Clara sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha avec hésitation. De l'autre côté, rien. Seulement de la statique. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. À travers le bruit, une mélodie commença à jouer, la même que celle de la boîte à musique en forme de rose dorée. Clara tenait le téléphone comme un objet dangereux. La musique s'arrêta soudainement. Et, juste après, une voix masculine murmura quelque chose d'accent grave pénaudible. Elle a déjà entendu. Maintenant, elle doit choisir avec quel nom grandir. Le téléphone glissa des mains de Clara. Que signifiait ce choix? Que attendait-on d'elle, ou d'Isabla? Plus tard, en allant chercher Isabla à l'école, Clara remarqua que la fillette n'avait pas son regard vif habituel. Elle semblait plus sérieuse. Plus mûre. Dans la voiture, sans que Clara ne dise un mot, Isabla parla. « Maman, pourquoi il y a des gens qui m'appellent l'héritière ?» Clara agrippa le volant. « Qui t'a dit ça ?» La dame de la camionnette noire. Elle m'a vu traverser la rue et elle a dit que le sang appelait. Je n'ai pas compris. Mais après, j'ai commencé à me souvenir de choses que je n'ai jamais vécues. Comment ça, mon amour? Isabla regarda par la fenêtre, songeuse. Je me souviens de l'avion. De la mer. Et d'un nom que personne ne dit. Un nom avec un E, mais ce n'est pas le mien. Clara sentit ses mains devenir moites. Sa fille commençait à se souvenir d'une histoire qu'elle n'avait jamais vécue. Mais qu'elle portait peut-être, dans son sang. En rentrant à la maison, Clara trouva une enveloppe sous la porte, comme cela s'était déjà produit. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. C'était un document juridique, une autorisation de transfert temporaire de la tutelle d'Isabla. Nom de la requérante, Dolores Fitzgerald. La mère de Clara. Mais Dolores était au marché à ce moment-là. En bas du document, la signature de Clara apparaissait à l'encre bleue. L'écriture était parfaitement identique à la sienne. Sauf que Clara n'avait jamais signé cela. Son souffle se coupa un instant. Qui aurait accès à sa signature? Qui pouvait l'imiter avec une telle précision? Dans l'enveloppe, il y avait aussi une copie de l'acte de naissance d'Isabla, avec un détail qui glaça Clara. Le nom du père était renseigné. Elias Herrera. Quand Dolores revint à la maison, Clara la confronta immédiatement. « Tu as essayé de m'enlever Isabla ?» « Bien sûr que non. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette question ?» Clara lui montra le document. Dolores devint livide. « C'est un faux. Je n'ai jamais autorisé quoi que ce soit. Et ce n'est même pas mon écriture, regarde cette signature rigide. » Clara sentit sa poitrine se serrer. Elle croyait sa mère. Mais cela voulait dire qu'une autre personne essayait, légalement, de lui retirer la garde d'Isabla. Peut-être, en s'appuyant sur un lien de sang que Clara n'avait jamais reconnu. La question qui la hantait désormais était une autre. Qui, à part elle, se considérait comme le père d'Isabla? Et aurait les moyens de le prouver? En fin d'après-midi, Clara reçut un nouvel email. Sans salutation. Sans contexte. Il est temps qu'elle choisisse. Aujourd'hui, 20h. Le miroir de l'ancienne gare. Clara savait de quoi il s'agissait. L'ancienne gare ferroviaire de la ville, désaffectée depuis plus de 10 ans. Dans le hall principal se trouvait un immense miroir encadré de fonte, qui avait résisté au temps. Elle savait que c'était risqué d'y aller. Mais ne pas y aller, pourrait signifier abandonner la vérité aux mauvaises mains. Ce soir-là, elle habilla Isabla, la laissa chez Dolores.
et partit avec un poids sur les épaules qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Mais ce qui l'attendait à la gare n'était pas simplement un rendez-vous. C'était le début d'un choix qui allait tout changer. Clara arriva peu avant 20 heures. L'endroit baignait dans la pénombre. Le miroir, couvert de poussière et fêlé dans un coin, ne reflétait que des ombres floues. Elle attendit pendant des minutes qui semblèrent des heures. Puis, des pas. Lents, résonnant entre les murs vides. Un homme émergea de l'obscurité. Il portait un long manteau sombre, comme la silhouette qu'elle avait déjà vue. Mais cette fois, il n'avait pas de chapeau. Et Clara vit son visage. C'était Ernesto. Ou Elias. Tu es venu, dit-il. Tu ne m'as pas laissé le choix, répondit Clara, d'un ton ferme. Elle doit savoir qui elle est. Et qui je suis. Tu n'es pas son père. Il s'approcha. Clara recula d'un pas. Pas biologiquement. Mais, spirituellement, oui. Parce que ce qui est en elle, est aussi en moi. Nous venons de la même origine. Et elle, doit s'éveiller. Au moment exact où Clara faisait face à Elias Ernesto devant le miroir, Dolores était dans la cuisine en train de préparer du thé, lorsqu'elle entendit un bruit étrange venant de la chambre d'Isabla. Elle s'y précipita. La fillette était assise dans son lit. Les yeux ouverts. Mais elle ne clignait pas des yeux. Isabla ? La fillette ne répondit pas. À côté d'elle, posé sur l'oreiller, se trouvait le médaillon. Et tout autour de la chambre, des dessins récents que Dolores n'avait jamais vus auparavant. Tous représentaient la même scène, Clara devant le miroir. Et Isabla tenant la main de deux hommes identiques. Puis la fillette parla, avec une voix qui ne semblait pas être la sienne. L'un a déjà choisi. Maintenant, il ne reste qu'elle. Face au miroir de l'ancienne gare, Clara fixe Elias. Son visage est identique à celui d'Ernesto, mais son regard, non. Il y a une ombre. Un vide qui n'appartient pas à l'homme qu'elle a connu et détesté. Tu m'as menti depuis le début, dit Clara, d'un ton ferme. C'est Ernesto qui a menti, répond-il. Moi, je suis seulement apparu quand le temps l'a exigé. Et maintenant, tu dois comprendre ce qui est en jeu. Isabla n'est pas un pion dans un jeu. C'est une enfant. C'est une clé. Clara sent la colère monter en elle comme une flamme. Une clé de quoi ? Elias s'approche du miroir et pose sa paume contre le verre. La surface commence à se brouiller, comme si elle réagissait à son contact. Une image floue apparaît. Isabla, dormant, les yeux ouverts. Clara recule, haletante. Elle voit ça en ce moment. D'après toi, d'où viennent ces rêves ? Mais avant que Clara ne réagisse, Elias murmure. Elle a déjà franchi. Elle ne sait juste pas comment revenir. Le lendemain matin, Clara trouve Isabla en train de dessiner en silence. Les traits sont plus appuyés, plus précis. La scène, un pont de pierre au-dessus d'un abîme, deux hommes de chaque côté, et une fillette au centre. C'est ton rêve ? Demande Clara. Isabla hoche simplement la tête, puis pointe un minuscule détail dans le dessin. Une silhouette sombre sous le pont, les bras tendus. Cet homme veut que je choisisse un des deux côtés. Mais si je tombe, c'est lui qui me prend. Et qu'est-ce que tu ressens en voyant ça ? Que quelqu'un va perdre. Et que ça va faire mal. Clara sent ses mains trembler. Elle sait qu'elle ne peut plus attendre. Elle doit découvrir d'où viennent ces images. Et ce qu'elles signifient. Clara retourne à l'ancienne demeure des Herrera. Cette fois, elle entre par l'arrière, aidée d'une lampe torche et d'un plan de la propriété téléchargé depuis la mairie. Elle découvre un escalier secret menant à la cave. En bas, elle trouve une salle verrouillée. Elle force la porte à l'aide d'un pied de biche,
et découvre des étagères pleines de dossiers poussiéreux. L'un d'eux attire son attention. Projet EH confidentiel. À l'intérieur, des dossiers médicaux, de vieilles photos de jumeaux nouveau-nés, et un rapport estampillé du département de recherche génétique du gouvernement, daté de 1987. Sujet ERN 01 et ELH 02. Test non concluant. Risque élevé d'interconnexion mentale. Séparation recommandée. Instruction. Chacun doit grandir sans connaître l'existence de l'autre. Clara déglutit avec difficulté. Elias et Ernesto ont été séparés sur ordre officiel. Mais pourquoi le gouvernement voulait-il empêcher deux frères de se connaître? Et que signifiait exactement interconnexion mentale? De retour à la maison, Clara confronte Dolores avec les documents en main. Tu le savais. Tu savais tout depuis le début. Dolores hésite, puis s'assoit dans le fauteuil, accablée. Ton père travaillait au service des archives à l'époque. Il a vu des choses qu'il ne pouvait pas révéler. Mais avant de mourir, il m'a prévenu. Il m'a dit de ne jamais te laisser t'impliquer avec les RRA. Parce que, un jour, ce qu'il y avait en eux, se réveillerait chez quelqu'un. Tu as caché ça quand je suis tombée enceinte. Parce que j'ai eu peur. Et quand Ernesto a disparu, j'ai cru que le destin s'était réglé de lui-même. Mais il ne s'est pas réglé. Il a juste changé de nom. Dolores commence à pleurer. Et maintenant, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire? Clara regarde par la fenêtre. Je vais protéger ma fille. Même si pour ça, je dois défier ce qui est écrit dans son sang. Clara prend rendez-vous pour un test génétique privé pour Isabella, dans un laboratoire situé hors de l'État. Elle décide de tout garder secret, même pour Dolores. Quelques heures après avoir envoyé l'échantillon, elle reçoit une notification du système. Résultat bloqué par ordre supérieur. Autorisation spéciale requise. À la place des données, une seule ligne. L'accès à ce code génétique est restreint. Demandeur identifié. Nouvelle évaluation en cours. Statut, héritière sous surveillance. Clara ressent un frisson glacé. L'identité génétique même de sa fille est maintenant surveillée. Mais par qui? Le matin suivant, Clara reçoit un appel provenant du numéro de la clinique où elle avait fait effectuer les tests d'Isabella. Elle décroche immédiatement, mais à l'autre bout, ce n'est pas un employé. C'est la voix d'Elias. Tu n'aurais pas dû faire ça, Clara. Comment as-tu eu cet appel? Tu as activé les protocoles. À présent, nous ne sommes plus seuls dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Moi? Rien. Ceux qui veulent, sont au-dessus de nous deux. Qui? Silence. Puis il dit. Celui qui a donné son nom avant même que tu y penses. Clara raccroche, les mains tremblantes. Le prénom Isabella, elle l'avait choisi pendant sa grossesse, après un rêve récurrent venu de nulle part. Une voix qui murmurait. Isabella apportera le silence qui guérit. Mais, et si ce rêve n'avait jamais été uniquement le sien? Au milieu de la nuit, Clara se réveille en sursaut. Un rêve, mais différent des autres. Plus vif, plus précis. Elle voit la mer. Un avion en flammes chutant dans les eaux. Et deux bébés qui pleurent. Elle voit une femme, Cecilia, transportée sur une civière. Quelqu'un tient une mallette. À l'intérieur, deux certificats de naissance, l'un avec le nom barré. Et dans un coin du rêve, un homme au visage masqué observe. Mais lorsqu'il se retourne, Clara voit ses propres yeux reflétés. Elle se réveille en panique. Se précipite vers le miroir. Et, pour la première fois de sa vie, se demande. Et si quelque chose en moi avait aussi été programmé?
Clara reçoit un nouveau billet dans la boîte aux lettres. Votre entrée a été acceptée. Hôpital Saint-Riverton, LB sous-sol. Heure, 2 heures du matin. Contre toute raison, elle s'y rend. À son arrivée, un infirmier silencieux l'accompagne jusqu'à un ascenseur qui descend au-delà du rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrent sur un couloir blanc, sans fenêtre, sans bruit. Au fond, une salle éclairée. À l'intérieur, une femme aux cheveux gris, en blouse blanche. Clara Fitzgerald? Oui. Je suis la docteure Lark. Ce centre n'existe pas officiellement. Mais vous êtes entrée dans le protocole. Parce que votre fille a activé le dernier marqueur. Le dernier de quoi? La médecin ouvre un écran. Dessus, un examen génétique codé. Isabella est la première héritière active. Le schéma qui dormait depuis 1987 s'est réveillé. La docteure Lark révèle qu'en 1987, un projet privé financé par des branches obscures du gouvernement visait à développer une génération des héritiers symbiotiques, des enfants issus de lignées spécifiques, capables d'accéder à des réseaux neuronaux croisés et à des mémoires ancestrales. Ernesto et Elias furent les premiers. Mais l'expérience a échappé à tout contrôle. Cecilia a tenté de fuir avec ses 2 fils. L'un fut récupéré. L'autre disparut pendant des années jusqu'à réapparaître sous le nom d'Ernesto. Nous ne savons pas avec certitude qui est qui, dit la médecin. Mais l'un d'eux a hérité du gène dominant. L'autre est resté dans l'ombre. Et Isabella? Elle est la première descendante légitime. Et si elle est activée, elle pourra accéder aux mémoires des 2. Y compris celles qui n'ont pas encore eu lieu. Avant que Clara ne parte, la médecin lui tend une pochette scellée. Vous pouvez signer ce formulaire de non-activation. Ainsi, votre fille mènera une vie normale. Mais sans réponse. Sans passé. Et peut-être, sans défense contre ce qui vient. Et si je ne signe pas? Elle sera suivie. Elle pourra s'entraîner. Se connecter. Comprendre ce qu'il y a en elle. Mais elle perdra son innocence. Elle ne sera plus jamais une enfant. Clara tient la pochette. Ses mains tremblent. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez 72 heures. Après cela, le protocole s'exécutera automatiquement. Clara quitte l'hôpital sous un ciel noir, avec la sensation que le destin de sa fille est désormais soumis à un compte à rebours. En rentrant chez elle, Clara trouve une enveloppe dans la boîte aux lettres, cette fois avec un expéditeur, Ernesto Herrera. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite de cette écriture qu'elle connaît si bien. Les mots sont fermes, directs, mais aussi humains. Si tu lis ceci, c'est peut-être qu'Elias est déjà apparu. Clara, ce n'est pas un monstre. Mais ce n'est pas quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Nous sommes frères, mais il a hérité de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et il entend des choses qui ne devraient pas être entendues. S'il trouve Isabella, il croira pouvoir la guider. Mais ce qu'il veut, c'est fusionner passé et futur. Protège notre fille. Même si cela signifie me haïr à jamais. À la fin de la lettre, un extrait d'une ancienne échographie. Date, mars 2018. Nom de la patiente, Clara Fitzgerald. Nom du père inscrit, Ernesto Herrera. Il savait depuis le début. Cette nuit-là, Isabella se réveille en sursaut. Elle se rend dans la chambre de sa mère et murmure. « Maman, je connais son nom. » « Le nom de qui, ma chérie ? » ?»« De l'homme qui m'observe quand je ferme les yeux. Il m'appelle Petit Pont. Et il dit que le temps est en train de se briser. Clara la serre fort dans ses bras. « Tu fais un cauchemar. Ce n'est pas un rêve, maman. C'est un souvenir. Mais ce n'est pas le mien. C'est celui de quelqu'un
qui n'est pas encore né. Clara ferme les yeux avec force. Elle savait que ce moment viendrait. Mais rien ne l'avait préparée à l'entendre de la bouche de sa fille. Isabla ne faisait pas que s'éveiller. Elle était en train d'accéder. Le lendemain, Clara sort seule. Elle se rend à un belvédère où elle avait l'habitude de réfléchir lorsqu'elle était encore enceinte. Elle emporte avec elle la pochette de la Dr Lark. Elle l'ouvre. Le formulaire de non-activation est là, attendant sa signature. À côté, un document complémentaire, protocole d'intégration neurale assistée. Une seconde voix, avec une phrase surlignée en rouge. Accepter ce processus signifie autoriser l'émergence de la connexion symbiotique. Une fois éveillée, elle ne pourra pas être inversée. Clara regarde le ciel couvert, se sentant cernée par des décisions impossibles. Laisser Isabla poursuivre sa vie telle qu'elle est. Ou lui permettre d'accéder à un héritage que personne ne comprend vraiment. Mais avant qu'elle ne puisse prendre sa décision, son téléphone sonne. C'est Elias. Clara décroche. La voix à l'autre bout est plus calme, presque sereine. Tu dois me faire confiance maintenant. Te faire confiance? Tu es une expérience ambulante, Elias. Je suis le seul qui ne veut pas voir Isabla transformée en arme. Clara hésite. Pourquoi je devrais croire ça? Parce que j'ai fui le projet. Ernesto s'y est livré. Il pensait pouvoir utiliser tout ça pour être admiré. Moi, je voulais juste oublier. Et maintenant, tu veux quoi? Je veux la protéger de ceux qui viendront la chercher si tu ne signes pas. Et ils viendront. Qui sont-ils? Silence. Puis, une seule phrase. Tu sauras. Demain. Ils arrivent le matin. Le lendemain, Clara est réveillée par de violents coups frappés à la porte. Dolores ouvre avant que Clara ne puisse réagir. Sur le perron, deux hommes en costume sombre. L'un d'eux tient une mallette en cuir et un badge du département fédéral de sécurité biologique. Madame Fitzgerald, dit l'homme à gauche. Nous venons chercher Isabla. Clara les rejoint précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Elle ne va nulle part. Il y a un ordre de transfert. Votre nom y figure comme consentement implicite. Clara crie. Je n'ai jamais donné mon accord. L'homme ouvre la mallette. En haut des documents, la signature de Clara. Mais elle ne l'a jamais signée. À l'intérieur de la maison, Isabla apparaît en haut de l'escalier. Elle regarde les deux hommes. Et dit, d'une voix calme. Je savais déjà que vous viendriez. Mais vous êtes en retard. Le choix a déjà été fait. La pièce s'immobilisa. Isabla, avec sa voix sereine et ses yeux fermes, faisait face aux deux agents sur le pas de la porte. Clara, paralysée, s'agrippait à la rampe de l'escalier comme si elle allait tomber. Dolores, en retrait, murmurait une prière. Je savais déjà que vous viendriez, répéta Isabla. Mais vous n'avez plus besoin de m'emmener. L'agent le plus grand tenta de garder le contrôle de la situation. Mademoiselle, vous n'avez pas l'autorisation légale pour. J'ai quelque chose que vous n'avez pas, l'interrompit-elle. Et ce serait quoi? Isabla esquissa un léger sourire. J'ai mon nom. Le vrai. Pas celui qu'on m'a donné. Pas celui qu'on a volé. Celui que j'ai choisi. Clara tenta d'intervenir. Ma chérie, attends. Mais Isabla se tourna vers elle et murmura. Tu m'as donné un très joli prénom, maman. Mais maintenant, je dois me souvenir de celui qui a été oublié. Et à cet instant, quelque chose d'invisible commença à se manifester. L'horloge murale s'arrêta. Les lumières clignotèrent 3 fois. Un bourdonnement doux envahit la maison, comme si l'air vibrait à une fréquence inaudible.
L'agent tenant la mallette laissa tomber ses documents, haletant. L'autre porta la main à sa tête. Clara tenta de s'approcher de sa fille, mais le corps d'Isabla semblait entouré d'un champ invisible, une chaleur qui ne brûlait pas, mais tenait à distance. Isabla ferma les yeux. « Tout va bien, dit-elle. Je suis juste en train de me souvenir. » Clara tomba à genoux. « Isabla, s'il te plaît, reviens à moi. » Mais la fillette n'entendait pas. Ou peut-être entendait-elle quelque chose de plus grand. Quelque chose venu de l'intérieur et d'avant. Isabla murmurait des mots décousus. Nom, code, pont, miroir. En plein désespoir, Clara attrapa le médaillon qu'elle portait toujours sur elle. Le bijou se réchauffa dans ses mains. Pour la première fois, il s'ouvrit tout seul, sans qu'on ne le touche. À l'intérieur, un petit cristal se mit à briller. Et soudain, il projeta sur le mur une image floue. 2 bébés, côte à côte, dans d'anciens incubateurs. Au-dessus d'eux, 2 noms. Elias.H.02. Ernesto.H.01. Les images changèrent. On y vit Cecilia pleurant. Puis Clara accouchant. Puis Ernesto ou Elias, regardant tout cela depuis l'ombre. Et enfin, Isabla regardant la caméra. À 7 ans. Clara hurla. Comment est-ce possible? Mais personne ne répondit. Seulement le silence. Et l'éclat du cristal. La projection disparaît. Isabla ouvre les yeux, désormais différents. Rien de surnaturel. Rien d'effrayant. Mais une présence y réside, comme si 2 consciences partageaient le même regard. Je suis moi, maman, dit-elle. Mais je suis aussi ce qui est venu avant. Tu n'as pas apporté ça, répond Clara. Je te protège. Tu m'as déjà protégée. Clara pleure. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Isabla regarde les agents. Maintenant, je choisis qui je vais être. Et quel nom va rester avec moi. Elle marche jusqu'au miroir du couloir. Celui qui avait toujours été là, mais qui aujourd'hui paraît différent. Elle pose la main sur le verre. Et murmure. Je ne suis pas un code. Je ne suis pas un pont. Je suis Isabla. Et cela suffit. À cette déclaration, l'éclat du médaillon s'éteint. Les agents reculent. Dehors, la voiture noire, la même qui surveillait Clara depuis des semaines, prend feu subitement, sans explication. Les téléphones des agents se figent. Le système de base de données entre en panne. Depuis son laboratoire distant, la docteure Lark observe son tableau de bord avec stupéfaction. Tous les dossiers d'Isabla commencent à disparaître. Sur l'écran, une seule phrase clignote. Identité redéfinie. Connexion rompue. Projet terminé. De retour à la maison, Clara serre Isabla dans ses bras. Elle est chaude. Vivante. Apaisée. Tu es revenue? Isabla sourit. Je ne suis jamais partie. Je suis juste revenue de moi-même. Et pendant un instant, on croirait que tout est fini. Mais au loin, sur la colline, une silhouette les observe. Elias. 3 heures plus tard, les agents avaient disparu sans laisser de traces. Même Clara ne savait dire s'ils étaient partis d'eux-mêmes ou si quelque chose de plus grand les avait réduits au silence. La voiture calcinée fumait encore au bout de la rue, entourée de curieux et de pompiers, sans explication. À la télévision, les journaux parlaient de panne de sécurité nationale, de défaillances inexpliquées dans les serveurs d'agences fédérales, et plus conspirationnistes, de sabotage génétique possible. Mais dans la maison, l'atmosphère était paisible. Presque surnaturelle. Isabla dormait dans les bras de Clara, comme quand elle était bébé. Sa respiration était légère. Son corps, détendu.
Mais quelque chose avait changé. Comme si elle revenait d'un endroit lointain, plus grand que le monde. Dolores, assise sur le canapé, murmura. « Ce n'est pas seulement ta fille, Clara. C'est notre chance de finir ce qu'on n'a jamais pu commencer. » Clara la regarda. « De quoi tu parles, maman ?» Mais avant qu'elle ne réponde, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, Clara n'hésita pas. Elle ouvrit la porte sans peur. Elias était là. Sans manteau. Sans ombre. Juste lui, les yeux baissés, comme s'il portait plus de temps qu'il ne le devrait. « Je ne suis pas venu pour elle, dit-il avant que Clara ne puisse parler. Je suis venu pour toi. » Clara croisa les bras. « Tu vas me dire que toi aussi tu es mon origine ?» Il sourit, sans joie. « Non. Tu es la seule à avoir toujours été toi-même. C'est pour ça que tu as été choisie pour être sa mère. » Choisie par qui? Il hésita. « Par nous deux. Mais tu as décidé seule. » Et ça, a tout libéré. Clara plissa les yeux. « Libérer quoi ?» Elias fit un pas en avant et murmura. « La partie qui était enfermée, en moi. » Elias s'assit au sol du salon, les mains posées sur les genoux. « J'ai été créé pour être l'ombre. » Ernesto était le visage. Moi, j'étais l'écho. Le corps qui recevait les impulsions, les souvenirs, la douleur. Et maintenant, elle a inversé cela. Elle a donné un nom au vide. Elle a apporté la lumière à l'intérieur de l'ombre. Clara s'assit en face de lui. Elle a choisi d'être Isabla. Juste ça. Et c'est tout. Un long silence les enveloppa. Puis Elias leva les yeux. « Je peux la voir ?» Clara hésita, puis hocha la tête. Ils le conduisirent à la chambre. Isabla dormait, la tête tournée sur le côté. Et quand Elias s'approcha, elle ouvrit les yeux. Et sourit. Elias s'agenouilla près du lit. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-il d'une voix faible. Isabla acquiesça. « Mais pas d'aujourd'hui. D'avant. De quoi te souviens-tu ? Du moment où tu t'es caché de toi-même. Et du jour où tu as promis de me protéger. Si je naissais. » Elias pleura. Pas de douleur. Mais de libération. Pour la première fois, quelqu'un le reconnaissait non pour ce qu'il avait été créé à être, mais pour ce qu'il avait choisi d'être à la fin. Clara regardait tout en silence, ressentant un soulagement mêlé de tristesse, d'amour, et d'un étrange sentiment d'accomplissement. Elias se leva, toucha le médaillon sur la commode, et le tendit à Isabla. « Maintenant, il est à toi. » Elle le prit et dit simplement. « Maintenant, je peux le garder. En paix. » Le lendemain matin, une lettre avait été laissée dans la boîte aux lettres. Elle venait d'Ernesto. Écrite peu de temps avant l'accident. Astérisque Clara. Si tu lis ceci, c'est que Elias a vaincu quelque chose que je n'ai jamais pu affronter, la peur d'être lui-même. J'ai menti, j'ai fui, je me suis caché. Mais au milieu de tout cela, j'ai laissé quelque chose qui ne pourra jamais être falsifié. Isabla est ta force, mais aussi ton choix le plus pur. Si elle se souvient de moi, dis-lui que je suis fière. Pas pour avoir été son père, mais pour avoir été la raison pour laquelle tu n'as jamais renoncé à l'amour. Ernesto, astérisque. Clara replia lentement la lettre, les yeux embués. Et pour la première fois, elle sentit que le passé avait cessé de peser. Mais, et l'avenir ? Dans les jours qui suivirent, Clara remarqua un changement subtil dans l'air. Il n'y avait plus de billets mystérieux. Plus de voitures garées dans la rue. Plus de voix nocturnes ni de rêves troublants. La maison était silencieuse. Mais ce n'était pas le silence de la peur.
C'était le silence d'un nouveau départ. Dolores reprit soin des plantes sur la véranda. Isabla dessinait des robes et inventait des histoires avec ses poupées. Elias, après avoir fait ses adieux, partit, sans dire où il allait. Mais il laissa un mot bref. Maintenant que je suis entier, je peux m'éloigner sans emporter des morceaux de personne. Clara rangea ce mot avec les carnets de Cecilia, le médaillon et la lettre d'Ernesto. Tous réunis dans une nouvelle boîte, étiquetée simplement. Ce n'est pas le passé. C'est une leçon. Avec le temps, Clara reprit son travail dans l'atelier. Mais quelque chose avait changé dans ses créations. Avant, elle cousait pour survivre. À présent, elle cousait pour raconter des histoires. Chaque robe portait un message. De force, de transformation, de renaissance. Des clientes commencèrent à venir d'autres villes. Certaines disaient avoir rêvé des modèles avant même de les voir. Isabla l'aidait au dessin. Son style était unique, plein de symboles et de couches. Comme si chaque trait contenait quelque chose de plus. C'est ma façon de me souvenir sans raconter, disait-elle. Clara souriait. Elle savait que certaines mémoires étaient les siennes. D'autres étaient des mémoires du sang. Mais l'important, c'est qu'à présent, tout était en paix. Par un matin d'automne, Clara se réveilla au son du vent frappant la fenêtre. En se levant, elle vit Isabla debout devant le miroir du couloir, le même où tout avait commencé. « Tu vas bien, ma chérie ?»« Oui, maman. »« Tu as encore rêvé ?» Isabla acquiesça. Mais cette fois, c'était différent. « Comment ça ? Je t'ai vue, jeune. Avec un bébé dans les bras. Mais ce n'était pas moi. C'était, toi. » Clara sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Et qu'as-tu ressenti ? » Que, moi aussi, un jour, je serai maman. Et que quand ce moment viendra, tu seras avec moi. Même si tu n'es plus là. Clara la serra fort dans ses bras. Et elle comprit. Isabla n'avait pas seulement hérité d'histoire. Elle avait hérité de la capacité d'aimer, avec tout ce qu'elle est. Quelques mois plus tard, Clara fut invitée à donner une conférence lors d'un colloque sur la mode avec un sens. Hésitante, elle accepta. À la fin, elle termina son discours avec une phrase simple. Parfois, la douleur nous donne un nouveau nom. D'autres fois, elle nous rend celui qui a toujours été le nôtre. Le public se leva pour l'applaudir. À la sortie, une jeune femme s'approcha et dit : « Ma mère adorait vos robes. Elle est décédée, mais m'a demandé de continuer à porter tout ce qu'elle portait. Elle disait que ça me rappellerait ce que c'est, d'être forte. » Clara prit les mains de la jeune femme, émue. Elle savait ce que c'était que de se souvenir de l'intérieur. Même quand tout change à l'extérieur. Un après-midi tranquille, Clara et Isabla se promenaient dans un parc qu'elles ne connaissaient pas encore. Le ciel était dégagé, il y avait des enfants qui jouaient, des chiens qui couraient, et un homme jouait du violon sous un arbre. « Tu te souviens de tout, maman ? » demanda Isabla. Clara inspira profondément. « Je me souviens de ce que j'ai besoin de me souvenir. Et de ce que j'ai choisi d'oublier. Moi, je me souviens de tout. Mais ça ne fait plus mal. Parce que j'ai choisi. » « Choisi quoi ? » Isabla sourit. « Mon nom. Et mon silence. » Clara s'arrêta. Et pour la première fois, sans douleur, elle demanda : « Quel est ton nom, ma fille ? » Isabla leva les yeux vers le ciel et répondit : « Isabla Fitzgerald. Fille de la femme qui m'a sauvée. Quand plus personne ne savait qui j'étais. » Clara sourit. Elle pleura. Et enfin, elle sut que tout cela en avait valu la peine.